Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fantasy Apocalypse. Aujourd'hui, épisode 17. On retrouve nos personnages du coup en train d'explorer un petit peu la ville de Lyonesse. Donc, comment dire, euh, Lancelot qui leur fait un petit peu la visite. Puis en fait, donc, il s'extasie assez vite de tout ce qu'on peut voir à Lyonesse. Anne qui se demande si si un gars en armure sur son cheval ne serait pas un chevalier sacré. Perceval qui est complètement étourdi par tout ce qu'il voit en ville puisque lui n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Et du coup, ils vont très vite être amenés jusqu'au château, où Lancelot leur dit, bah écoutez, ce groupe il est avec moi, on est là pour voir le roi, donc s'il vous plaît, vous allez nous laisser passer. Merci bien. Sauf que visiblement, le roi est parti faire un tour du château. Anne s'en rend bien compte et Lancelot il est en mode, ah non, pas encore, pitié. Donc voilà, donc vu que le roi n'est pas disponible actuellement, bah ils disent, bah écoutez, on va aller faire un petit tour en ville, on va essayer de trouver une taverne ou un truc. En attendant, et très vite, en fait, ils vont se séparer, puisque Lancelot va partir de son côté. Pendant que nos trois zigotos essayent de chercher Perceval, qui a en fait complètement disparu. Perceval, c'est le genre de gamin. Si tu lui agites un truc devant le nez, il va te suivre jusqu'au bout du monde en fait. Il me rappelle beaucoup Noé dans Les Mémoires de Vanitas. Donc voilà, et en fait du coup Perceval pendant sa découverte un petit peu de la ville va tomber sur un personnage que je suis très contente de revoir, puisqu'on revoit Dreyfus. Du coup, ancien chevalier sacré, anciennement possédé par un démon, et tout ce qui s'était passé dans Seven Deadly Sins. Mais c'est pas tout, puisqu'on retrouve également Hendricksen. Lui aussi, également ancien chef des chevaliers sacrés, possédé par un démon, en quête de rédemption. Tout ça, on connaît. Et ouais, non, ça fait vraiment plaisir de les revoir quand tu connais la série. On nous les présentera un peu plus directement plus tard, mais en gros, on comprend que ce sont des anciens chevaliers. Donc ça y est, ils ont arrêté le militaire, tout ça, c'est bon, je pense qu'ils ont assez donné. Et c'est très drôle parce que autant Dreyfus, on sent qu'il accuse le coup de l'âge, quand même. Il a même tellement mal au dos, c'est terrible. Alors que Henriksen, franchement, est plutôt pas si mal conservé pour son âge, je trouve. Toujours avec sa petite barbiche, là. Donc il a retrouvé sa coupe un petit peu plus court. Et ouais, non, ça fait vraiment du bien de les revoir. Et en fait, Dreyfus lui dit, oui, bah écoute, je me suis cassé le dos, mais en fait, ça va mieux, la douleur a presque disparu. Et quand il le montre à Henriksen, du coup, on voit un mini Percy, en fait, qui est en train de soigner ses blessures. Et on pourrait se demander du coup, bah, que fait Percy s'il n'est pas dans les environs? Et ben en fait, Perceval a décidé de... Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que Dreyfus était en train de porter des caisses assez lourdes et plutôt encombrantes. Et du coup, il s'est dit, bah écoutez, moi je vais aller déposer ça pour vous. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Et en cours de chemin, sur qui tombe Perceval? Sur nul autre que notre roi à tous, mon personnage préféré de Nanatsu no Taizai, Meliodas. J'étais tellement contente de le revoir parce que pendant très longtemps, ils ont caché son visage. Pendant une bonne partie de l'épisode, on cache son visage, forcément. C'est quand même censé être la figure particulière, même si on sait très bien qui c'est, du coup. Et en fait, du coup, bah, on se rend compte que les caisses qu'il devait porter, c'était pour le Borat. Donc le restaurant de Meliodas. Et il nous explique, oui, alors on l'appelait comme ça parce qu'à la base, il était sur la tête d'un cochon géant, cochon sanglier, honnêtement, on s'en fout. Et voilà, maintenant c'est une petite taverne tranquillement en ville, donc on revoit l'intérieur du Borzat et tout. Donc il y a même une petite statue, je pense que c'est Hawk, enfin c'est soit Hawk, soit Mama Hawk, l'un des deux, qui est en haut du chapeau, du coup. C'est trop mignon, la petite. J'aime beaucoup parce que dans l'épisode dernier, les chevaliers d'Arthur demandaient à Sin, du coup, si c'était pas le familier de Meliodas, enfin du roi. Et ouais, dans ma tête, je me suis dit, ouais, non, on est plus sur du cochon quand même. D'ailleurs, on n'a pas revu Hawk, parce que j'ai un énorme doute sur ce qu'était devenu Hawk à la fin de la série. Il me semble qu'il avait appris qu'il avait un frère, et je crois qu'ils s'étaient réunis. Mais du coup, est-ce qu'ils sont toujours dans le purgatoire? Parce qu'à ce compte-là, ça m'inquiéterait un petit peu, parce que ça fait deux créatures qu'on croise à la solde des soldats de Arthur, qui sont des créatures venues du purgatoire. Donc en plus, Arthur qui prône le truc des humains, des machins, utilise quand même des trucs des démons, pourquoi pas.
Et ouais, où est passé Hawk, du coup? C'est triste, je veux revoir Hawk. Et du coup, donc Méliodas, suite à l'aide que Perceval lui a accordée, enfin plus Dreyfus, mais quand même, décide du coup de le remercier en lui, en lui faisant goûter une des spécialités culinaires du Port-At. Si vous avez vu Seven Deadly Sins, tout de suite vous avez eu mal pour Perceval, ce qui n'empêche un test très important puisque on découvre que même un cavalier de l'Apocalypse n'est absolument pas insensible aux horreurs culinaires de Méliodas. C'est-à-dire que littéralement, il s'évanouit. Alors, il trouve que c'est trop salé, trop amer, trop sucré. Enfin, c'est un mélange catastrophique du Méliodas. C'est terrible quand même. En 3000 ans, monsieur n'a toujours pas appris à cuisiner, quoi. C'est terrible. Heureusement que c'est pas lui qui s'occupe de la cuisine du château, parce que... Et en fait, à tel point que bah, Perceval va avoir des étoiles, va voir son grand-père et ses amis flotter dans le ciel. Et en fait, va se réveiller du coup dans un lit du Borzat avec Méliodas qui dit est-ce que ça va, machin et tout. Et en fait, il connaît son prénom puisque c'est gravé sur le casque qu'il a récupéré de son grand-père. Et il explique également que la petite broche que Perceval a depuis le début de l'histoire, en forme d'Ouroboros, bah, c'est en lien un petit peu avec le royaume de Lyonesse et tout ça. Puisqu'on se souvient que l'Ouroboros, c'était quand même le symbole de Méliodas. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Et donc, malheureusement, Perceval va apprendre à Méliodas que, effectivement, Varghis, son grand-père, donc, est décédé. Voilà, voilà. Et en fait, il va poser pas mal de questions à Méliodas, de savoir, mais t'es qui? C'est quoi les 4 cavaliers de l'Apocalypse? Pourquoi tu m'as convoqué ici? Est-ce que je vais vraiment détruire le monde? Voilà, tout plein de trucs comme ça. Puisqu'apparemment, Lancelot a gardé quelques informations pour lui. Mais Méliodas dit, bah écoute, on va aller faire un petit tour en ville, et puis je vous expliquerai tout ça quand tout le monde sera réuni. Parce qu'au final, on ne sait pas combien de cavaliers de l'Apocalypse on a. On connaît que Perceval pour l'instant. Même si c'est pas très très compliqué de deviner qui peuvent être les 3 autres. Pour l'instant, on n'a toujours pas d'informations à ce niveau-là, quoi. Perceval a d'ailleurs beaucoup de mal à croire que Méliodas est le roi de Lyonesse. Il le prend pour un gamin de 16 piges à peu près. Et ça me fait beaucoup rire parce que, comme quoi, le temps passe, mais certaines choses ne changent pas. Et donc il remarque notamment que Perceval porte sur son épée un des fragments du cercueil des ténèbres éternelles. Et ouais, ça doit faire bizarre à Perceval quand même. Ça doit faire bizarre à Méliodas du coup. C'est vraiment full circle. Et d'ailleurs Perceval qui dit ah oui non mais ça bah écoute c'est ce machin là. Perceval est un petit peu trop naïf parfois. Il faudrait qu'il apprenne à tenir sa langue. Et c'est mignon du coup puisqu'il y a Méliodas qui dit qu'il est très content d'accueillir Perceval du coup dans cet endroit. Et ouais ça fait un peu flambeau ce passage de flambeau à la nouvelle génération et tout. Ça fait toujours plaisir d'avoir une série qui accepte ses ancêtres et qui s'en sert et tout ça, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, Boruto aussi, c'était quelque chose de très satisfaisant, je trouve. Il recroise du coup Hendriksen et Dreyfus, et Hendriksen lui demande c'était quoi le machin qu'il y avait sur son dos? J'ai voulu l'analyser, mais ça a disparu et tout ça. Et Meliodas c'est très très rapide à le choper pour lui faire visiter un petit peu la ville. Donc on apprend que du coup la clinique d'Hendriksen est une clinique gratuite et que toutes les maladies plus ou moins peuvent y être soignées. On découvre également la forge de Hauser. Voilà. Meliodas lui fait goûter une tourte au poisson, je crois, un truc comme ça, d'un établissement avec un petit chat dessus, qui en théorie est censé être en concurrence avec le Borzat. Mais bon, au niveau nourriture, s'ils n'ont pas un cuisinier décent, je crois qu'il n'y a aucune compétition possible. Ils vont se faire transporter par un géant tranquillement. Il y a une petite fée qui vient leur apporter des baies. Donc voilà, on voit un petit peu l'ambiance à Lyonesse depuis que Méliodas en est devenu le roi, surtout depuis la fin de la guerre sainte. On nous explique que des géants et des fées, il ne reste pas des masses, donc on essaie à peu près de cohabiter en paix. Tout le monde a l'air de plus ou moins connaître le roi et de le saluer, d'être content de le voir et tout ça. Donc j'aime beaucoup parce qu'on a ce côté Méliodas qui est certes est roi, mais est un roi un petit peu pour le peuple, c'est-à-dire qu'il prend le temps de discuter avec les différents marchands, de se renseigner sur ce qui se passe. Franchement, c'était plutôt cool à voir.
Et en fait, en apprenant du coup qu'il y a des fées et des géants, Perceval demande à Méliodas parce qu'il y a des démons dans le coin, puisque bah moi je les déteste pas, j'ai été dans ce petit village là-bas du côté de Dalflair, ils étaient tous très gentils donc j'ai pas de problème. Et en fait, il va se mettre à parler la langue des démons à Méliodas. Et Méliodas qui se dit attends, 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 quoi? D'où tu sais ça, toi? Et donc Perceval essaye un petit peu de se la jouer en disant ah devine, essaye de deviner ce que j'ai dit. Et Méliodas va lui répondre en langue de démon. Plutôt logique, Méliodas est un démon lui-même à la base. Mais Perceval, il y a vraiment quelque chose, même dans cet épisode, ça va continuer. Il y a quelque chose de très bizarre avec Perceval. On sait pas encore quoi, mais il y a quelque chose de très très bizarre. Et honnêtement, même moi, vu que j'ai du retard par rapport au manga, je sais même plus ce que ça va donner. Et donc Perceval dit que bah vu ce qu'il a vu, il imagine que tout le monde doit être plutôt heureux à Lyonesse, et Méliodas va lui dire que tout ça va disparaître, mais il n'élabore pas beaucoup plus. Et du coup, voilà, encore une fois, il dit que bah on va attendre que tout le monde soit là pour pouvoir donner toutes les infos. Ça encore, c'est du typique de Méliodas, hein, faut pas s'étonner. Et il va y avoir un petit, ah, comment est-ce qu'on dit ça? Quelqu'un qui est parti en reconnaissance, en fait, qui va aller lui signifier que le prince est de retour de sa mission, qu'il a trouvé l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais qu'apparemment il y a eu un petit problème. Et en fait, alors que Méliodas est prêt à dire à Perceval, bah écoute, faut que je retourne au palais, va falloir qu'on fasse un truc. Perceval a de nouveau disparu, en fait il a suivi des espèces d'éclats de lumière dans le ciel, en se demandant ce que ça pouvait être. Et il va tomber sur un personnage qui s'appelle Ise. Alors, elle est nommée Isolde dans la version que j'ai, mais c'est Ise, globalement. Et en fait, on va dire que sans le faire exprès, il va sous ses jupes, et elle se sent complètement déshonorée, donc elle veut plus ou moins tuer Perceval. Et on va croiser deux de ses compagnons, donc Kion et Jade, c'est ça, qui sont deux chevaliers ou apprentis, vu leur âge à mon avis, du même groupe du coup que Ise. Et si Jade, il va plutôt être en mode non mais c'est qu'un gosse, on n'a pas besoin de se défouler, on peut pas utiliser notre magie en ville, machin et tout. Kion va être beaucoup plus dans l'agressif, ou devrais-je dire dans le passif agressif, puisqu'il a vu du coup l'épée que porte Perceval, et il va directement assumer et théoriser que c'est un serviteur de Arthur, puisque ce machin avait été capturé, avait été confisqué par les chevaliers d'Arthur. Et en fait, il va utiliser un esprit du vent, un sylphe, pour lui couper la parole et couper sa respiration. Donc Perceval est encore capable de se déplacer, de faire des trucs, mais il ne peut plus rien dire et il a quand même le souffle un petit peu court. Et d'ailleurs, on nous explique que normalement, un humain normal serait quand même complètement évanoui, quoi. Donc il y a un espèce de petit combat qui s'enchaîne entre ces trois-là. Perceval va utiliser sa magie pour absorber et repousser l'attaque de Ise. C'est là que Jade va vraiment décider de se lancer à l'attaque. Et en fait, il va faire une espèce de boule d'obscurité autour de Perceval qui va complètement lui bloquer les sens. En tout cas, qui va bloquer le sens de la vue. Il va continuer à entendre ce qui se passe. Et au moment où Jade est sur le point de l'achever, il y a un tonneau qui vole dans sa direction. Et ce sont du coup Nassian, Donnie et Anne qui arrivent, potentiellement pour sauver Perceval, qui vont bien se rendre compte qu'il a un truc bizarre sur le visage, mais qu'ils n'arrivent pas à l'enlever. Kion va utiliser de nouveau une sylphe pour couper le souffle de nos trois zigotos, pendant que Ise, du coup, leur balance un coup de maillet à pointe. J'avais mal pour eux, réellement. Et Perceval, du coup, va se rendre compte avec Anne qu'il y a du sang. Et on a l'impression que ça va un petit peu le faire péter un câble, un petit peu à la Méliodas, quelque part. Mais voilà, il va commencer à être entouré d'une aura sombre et à parler une langue. Je sais pas si c'est la langue des démons ou si c'est complètement autre chose. Mais il se passe quelque chose de très très bizarre avec Perceval qui s'était pas encore passé jusqu'ici. Et du coup, alors qu'ils sont prêts à l'attaquer, quelqu'un d'autre débarque. Un personnage que si vous avez vu ou lu la fin de Nanatsu no Taizai et peut-être même le film qu'ils avaient sorti après, personnellement je me suis pas affligé ça, vous devez le connaître. Ce n'est nul autre que le prince de Lyonesse, le fils de Méliodas
et d'Elisabeth, mesdames et messieurs, le prince Tristan. Et ça aussi, ça m'a fait le même effet que quand Lancelot, du coup, a débarqué. Ça faisait partie des personnages que j'avais hâte de voir, puisque revoir des personnages de Nanatsu no Taizai, ça fait un petit peu fanservice, c'est cool, mais voilà, sans plus. Voir des nouveaux personnages qu'on sait qui sont très intéressants, c'est encore autre chose. Et voilà, il fait juste une petite apparition. D'ailleurs, on dirait qu'il a la boucle d'oreille d'Elisabeth. Donc, il a plus ou moins le visage de son père, mais les cheveux de sa mère. Et il a un œil bleu et un œil vert. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Pour l'instant, il fait juste une petite apparition pour dire bonjour, j'existe, je suis là. Donc voilà, encore une fois, un bon épisode, du coup, qui est un petit peu dans la nostalgie, un petit peu dans le feel good et tout. Petite note, c'est très très drôle du coup parce que l'espèce de truc qu'ils ont foutu sur la tête de Perceval, c'est vraiment comme s'ils avaient pris le truc rond dans Paint ou dans Gimp, par exemple, qu'ils avaient foutu un cercle noir sur la tête de Perceval. J'ai beaucoup de mal à croire que c'est de la 3D, personnellement. En tout cas, que c'est un truc qui, en théorie, est censé être en 3D. Donc voilà. Et petit détail au niveau des chara-design. Meliodas, je dois bien avouer que j'ai quand même du mal. Ça me fait un petit peu l'effet de la saison 3 de Nanatsu. Dans le style de cet animé, Meliodas me paraît quand même un peu bizarre, surtout au niveau de son sourire, au niveau de la façon dont il parle. Il y a quelque chose dans le chara-design qui matche pas. Je crois que c'était moins visible dans le manga puisque ça restait Nakaba Suzuki et il a enchaîné les deux séries à la suite de l'autre. Mais ouais, il y a un truc dans le style de cet animé qui me fait bizarre. Ça me donnait pas cette impression-là sur Gozer, par exemple. Et Merlin, c'est plus ses vêtements qui font un peu plus bizarre, je pense. Enfin voilà, les personnages qu'on avait connus jusqu'ici, j'avais pas cet effet Uncanny Valley. Là, avec Meliodas, ça me fait bizarre quand même. Mais bon, on verra, peut-être c'est juste une question d'habituation. On est épisode 17, il me reste 7 épisodes à voir. Je vais peut-être avoir le temps de m'y habituer. Voilà, voilà, sur ce, bah écoutez, un bon petit épisode, et puis j'ai hâte de voir le prochain. Qui a l'air de mentionner la rencontre des cavaliers de l'Apocalypse, donc on va peut-être voir les 4 réunis, ce serait bien. Et puis bah voilà. En attendant, bah portez-vous bien les gens, à la prochaine fois. Allez, bye.